à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Off the Mat. Hello Tatiana. Bonjour Marine. Donc tu es en direct de Paris, c'est bien ça ? C'est bien ça, de mon appartement à Paris. Tatiana, je suis super contente de t'avoir sur mon podcast. J'ai pratiqué plusieurs fois, pour ne pas dire à maintes reprises avec toi à Yogashala à Paris. Et j'ai toujours adoré en fait pratiquer à tes côtés. Et du coup, j'avais 1 million de questions parce que je ne sais rien de toi, de qui tu es, d'où tu viens. Longtemps été impressionnée par ta pratique et par ton enseignement. Donc, peux-tu te présenter ? Alors, je m'appelle Tatiana, j'ai 31 ans, ça y est. Je viens de Cannes, enfin je suis née à Cannes et je suis professeure de yoga. Qu'est-ce que je peux dire plus ? Je crois que c'est à peu près tout. Enfin, il y a beaucoup plus à dire, mais... C'est déjà très bien, ne t'inquiète pas, je vais te poser plein de questions, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc du coup, tu as fêté ton anniversaire en isolement ? Oui, j'ai fêté mes 31 ans, le 22 avril, avec mon mari et puis ma famille en apéro online. T'as fait le Zoom ou le FaceTime ou Ouais, on a fait le Zoom avec la famille et quelques amis, et puis on a eu le petit chiot 2 jours avant mon anniversaire, donc on avait aussi le nouveau petit chiot pour mon anniversaire, donc c'était quand même spécial. Je pense que tu te rappelleras de ce 31e anniversaire. En tout cas, tu étais bien entourée, donc tant mieux. J'avais envie de te poser pas mal de questions en fait par rapport à ton parcours. Alors, ma supposition, et peut-être pour les personnes qui te connaissent peut-être mieux que moi, parce que je t'avoue que vraiment, je ne sais absolument rien de toi, en tout cas pas grand-chose. J'aurais aimé savoir ce qu'était ton parcours en fait. Comment t'étais tombée, toi, dans le yoga Alors, mon parcours, en retournant vraiment, vraiment en arrière, j'ai toujours fait à peu près de la danse en éveil et tout ça, mais j'ai surtout fait, vers 7 ans, j'ai commencé la gymnastique rythmique en haut niveau. Donc, j'ai commencé par de la gymnastique rythmique. Et puis, après ça, j'ai arrêté assez tôt parce que c'était toujours le poids et tout ça. Et donc, ça commençait à devenir vraiment compliqué. Vers 11-12 ans, j'ai commencé la danse très sérieusement. Et puis, jusqu'à mes 18 ans, enfin, j'ai fait tout mon cursus scolaire, avec la danse à côté. Donc, j'ai toujours été en sport-études, en école supérieure chez Rosella Hightower. Enfin, j'ai fait pas mal de choses. Et puis, j'ai passé mon bac par correspondance, mon bac S par correspondance, toujours en faisant de la danse. Et j'ai commencé les compagnies de danse juste après mon bac. J'ai encore continué les études à ce moment-là. J'étais en prépa kiné par correspondance pour pouvoir continuer la danse à côté. Et à 19 ans, j'ai décidé de partir à New York pour aller me former un peu plus. Je suis partie chez Merce Cunningham à New York et j'ai dansé là-bas, pareil, dans quelques compagnies. Et après une rupture amoureuse, je suis tombée dans le yoga. Enfin, tout le monde faisait du yoga à New York, donc j'étais assez curieuse de voir ce que ça pouvait être. Puis j'avais pas mal d'amies danseuses qui en faisaient. J'étais moyen intéressée ou plus probablement par le yoga. Enfin, ce que je savais du yoga en France dans mes années passées, pour moi, c'était pas du tout ce que je fais aujourd'hui. Donc j'ai quand même essayé et puis je suis tombée dedans assez rapidement. Rapidement, j'ai commencé à en faire tous les jours. Rapidement, je me suis formée. J'avais juste envie de partager ça avec tout le monde. Et puis, je suis restée 4 ans à New York. J'avais plus de visa, donc j'ai dû rentrer avec maintenant mon mari. Et puis voilà, et puis j'ai enseigné le yoga en France. En gros, j'ai résumé 31 années. Mais c'est hyper intéressant en fait, tu vois, je savais pas tout ça. Du coup, en t'écoutant, j'avais un grand sourire parce que je trouve ça, en fait, pour être très transparente avec toi, moi j'ai toujours voulu être danseuse, tu vois. Et du coup, j'étais hyper curieuse de connaître un peu ton parcours. Du coup, quand tu as commencé la danse, tu faisais quoi ? Tu faisais de la danse classique ou tu étais plus dans le moderne ? C'était quel type de danse que tu faisais ? Alors, j'ai été formée vraiment en classique et je pense et ma passion a toujours été vraiment le classique. Après, rapidement, j'ai plus ou moins senti que j'avais pas vraiment le corps pour le classique. Et quand je suis partie à New York, je suis partie plus du coup vers le contemporain. Mais ma passion, ça a toujours été plutôt classique, néoclassique. Il y avait un rapport au corps qui était compliqué quand tu étais danseuse, je veux dire, parce que visiblement, tu as quand même pratiqué à un niveau assez élevé et j'imagine qu'il y a des exigences.
Ouais, il y a énormément d'exigences et comme je disais, avant ça, je faisais de la gymnastique rythmique en haut niveau et je devais partir en pôle espoir et c'était déjà le problème, le poids, c'était jamais assez mince, assez fin. Et en fait, j'ai arrêté la gymnastique rythmique en me disant la danse, ça ira mieux. Et oui, ça allait un petit peu mieux, mais il y a quand même un rapport au corps qui est hyper compliqué, surtout à un jeune âge. On nous dit juste d'être plus fin, mais on nous dit pas comment faire et tout ça. Et donc, ouais, c'est assez frustrant. D'où, je pense, le fait d'être tombée dans le yoga à un moment donné où finalement, j'ai compris qu'il fallait que je m'accepte comme j'étais. Et puis le yoga m'a vraiment aidée dans ce chemin de s'accepter soi-même. Enfin, c'est toujours un travail encore aujourd'hui, mais en tout cas, ça m'aide vraiment. Mais il y a il y a quelque chose qui est vraiment difficile avec ça pour moi dans la danse. Je pense qu'au moment où vraiment je me suis plongée dans le yoga, c'était aussi après, entre guillemets, une rupture ou en tout cas une blessure du cœur. Et il y a un vrai côté thérapeutique qu'on retrouve, je pense, chez beaucoup de personnes qui plongent vraiment à fond dans le yoga. Mais au-delà de ça, de quelle manière tu penses que vraiment le yoga t'a aidé? Je pense qu'il m'a aidée. Je pense que comme tu dis, c'est souvent une rupture ou clairement une blessure d'une manière ou d'une autre, enfin, ou un mal-être. Et je pense qu'il m'a aidée parce que c'était à ce moment-là la seule chose qui me permettait d'être complètement présente dans quelque chose. C'était vraiment la seule discipline. Pourtant, je dansais encore à l'époque et je pouvais danser et en même temps penser à ma rupture ou penser à ma tristesse. Alors que le yoga, c'est vraiment la seule chose qui m'a permis d'être vraiment présente dans quelque chose et pendant 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie, d'être vraiment juste moi et moi-même d'oublier complètement ce qui m'arrivait ou la douleur que j'avais ou voilà, ce genre de choses. Donc ça m'a vraiment permis d'être à 100%, ça me permettait d'être à 100% présent dans ce que je faisais. C'est clair, je trouve qu'il y a dans le yoga, moi c'était comme toi en fait, je commençais à pratiquer au début 1 fois par semaine, après 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, et en fait plus j'y allais, plus j'avais l'impression de me construire en fait une bulle de sécurité. Ça, je trouve qu'il n'y a aucune vraiment autre discipline entre guillemets qui t'apporte ce bien-être intérieur au-delà de l'aspect physique, tu vois. C'est vrai, c'est vraiment la seule chose pour moi dans laquelle j'arrive vraiment à trouver ça, quoi. Et t'arrives à trouver un lien assez direct ou peut-être indirect entre la danse et le yoga? C'est une question hyper intéressante parce que je pense que j'ai arrêté la danse en étant très en colère contre ce monde. J'arrive pas vraiment à lâcher cette colère. C'est pas une colère, c'est peut-être fort, mais je me suis toujours sentie très très jugée dans la danse et tout ça et pas acceptée, voilà, tout ce genre de choses. Et donc du coup, je suis partie de la danse vraiment un peu énervée de ce milieu. Et quand je suis arrivée dans le yoga, je sais que je suis danseuse et je pense que ça restera toujours avec moi. Mais en même temps, j'ai pas spécialement envie qu'on me rappelle. Enfin, je sais que de la danse est dans mon mouvement. Je sais que quand j'enseigne, mon flow est danser et tout ça. Et je pense que je me sers énormément de mon passé. Et en même temps, je suis encore pas complètement cicatrisé tout ce qui s'est passé avec la danse. Et donc, du coup, je suis un peu entre deux eaux, on va dire. Ouais, je pense qu'on est forcément influencé par ces expériences passées. Après, je pense que toi, peut-être, en effet, t'as envie de t'en détacher et en même temps, ça fait partie de toi. Moi, j'avoue que c'est un peu... ce qui m'a aussi toujours impressionnée, c'est ta souplesse, ce côté genre hyper gracieux et élégant dans ta façon de pratiquer, tes belles pointes, etc. Et je pense que ça fait aussi ton identité en tant que prof et aussi en tant que yogi. Je pense que c'est qui je suis, mais c'est rigolo parce que les gens ont toujours tendance à m'associer à la danse, et ce qui a complètement du sens. Et moi, j'essaie sans arrêt de me dissocier justement de ce passé qui est pas toujours facile. Donc c'est juste rigolo de voir à quel point ça reste en moi, et en même temps, j'aimerais pouvoir m'en débarrasser. Après, moi qui ai énormément pratiqué avec toi, au contraire, juste, tu vois, c'est ce qui fait aussi ta singularité en tant que prof, et c'est potentiellement pour d'autres raisons aussi en plus, mais aussi une des raisons qui fait que certaines personnes reviennent, parce que justement t'apportes cette grâce, t'apportes cette souplesse et cette féminité dans la pratique que beaucoup recherchent, je pense, et beaucoup envie aussi. Sûrement, c'est vrai. C'est vrai. Et à quel moment tu t'es dit que tu avais envie de commencer à enseigner le yoga? Donc je crois que j'ai commencé le yoga en gros en été 2010. Et je suis vraiment vite tombée dedans. Je suis vraiment rapidement, j'en ai fait tous les jours.
Et je savais qu'il me restait... En 2010, j'ai commencé. En 2012, je savais que ça allait être la fin pour moi de New York. Et donc, j'avais un peu envie de terminer New York en beauté et de me dire, bon, ben, j'ai commencé le yoga à New York et j'ai vraiment envie de le ramener en France. Donc, c'était assez... c'était pas... Je pense même pas que je savais que je voulais enseigner à ce moment-là. Je savais que je voulais partager ma passion, enfin ce qui était devenu ma passion, mais je savais pas vraiment que j'allais enseigner comme je le fais aujourd'hui. Mais assez rapidement, je crois que c'est 1 an et demi après mon début, j'ai fait ma formation. On va dire qu'une bonne année après avoir commencé, j'ai voulu faire une formation, ouais. Tu t'es formée où, toi, du coup? Je me suis formée à New York chez Sonic Yoga à l'époque. Ouais, ça existe encore sûrement, mais Sonic Yoga. J'ai fait mes 200 heures là-bas, ouais. Et c'est quoi? C'était genre Vinyasa, Hatha, c'était quelque chose d'assez... C'était Vinyasa, mais après, ils étaient très Pranaflow. Mais nos 200 heures, c'était vraiment Vinyasa. C'est quoi Pranaflow? C'est Shivareya. C'est très flowy. C'est Shivareya, ouais. C'est quoi Shivareya? C'est un style, tu sais, je crois que c'est Simon Park qui fait le liquid flow. C'est un peu, voilà, mais quand je me suis formée sur les 200 heures, c'était pas prana. Pour le coup, on n'était pas formé en prana flow. Mais les profs étaient très influencés par ça. Et donc, c'était assez liquide, assez flowy. Donc, c'est ce qui m'a un petit peu séduit. Enfin, en venant du monde de la danse, j'avais vraiment besoin de ce côté flow, quoi. Ouais, je pense que c'était une bonne extension de ce que tu faisais avant et malgré tout, je pense que notre corps se rappelle du type de mouvement, tu vois, qu'on a fait pendant des années. Moi, avant, j'étais gymnaste, donc je pense que les handstands sont dans mon ADN désormais. Du coup, j'ai envie de te poser des questions par rapport à New York. Moi, c'est une ville que j'adore. Est-ce que tu y retournes régulièrement, non? J'y retourne régulièrement. Je suis vraiment tombée. Ça a été assez difficile parce que donc je suis née à Cannes et j'ai bougé à New York en 2008 en venant j'habitais pas à Cannes, j'habitais à Grasse, même pas Grasse, une toute petite ville. Et donc ça a été très très difficile quand j'ai déménagé là-bas parce que j'avais 19 ans et que je parlais très mal anglais, donc ça a été très difficile. J'ai mis un petit moment à vraiment m'y mettre et aimer la ville, mais je suis vraiment tombée amoureuse une fois que je m'y suis sentie bien et que j'avais fait mes repères. Je suis vraiment tombée amoureuse de la ville et en 2012, j'avais aucune envie de partir. Et donc quand je suis partie en 2012, mon but c'était vraiment de revenir. Donc on est rentré ici avec Alex. On s'est mariés 1 an et demi après, je pense, en France, et on s'est dit ok, on fait tous les papiers pour repartir. Et puis finalement, écoute, je suis toujours là 8 ans après parce que la carrière a fait que ça s'est bien passé à Paris et puis finalement j'ai commencé à apprécier Paris. Mais je pense que New York, ouais, ça restera toujours la ville où j'ai commencé le yoga et j'ai commencé un peu à me réveiller, si on peut dire. À trouver ma voie et tout ça. Donc, c'est une ville où j'aime déjà, mon mari est New York, mais aussi j'aime bien y retourner pour pratiquer et puis parce que c'est une ville que j'aime beaucoup, ouais. Ouais, j'adore New York. Moi, je t'avoue, à chaque fois que j'y vais, je peux pas rester plus de 4 ou 5 jours parce que je pense que les grandes villes, j'ai commencé à avoir besoin de prendre un peu de recul avec le côté trop busy, tu vois, mais j'ai toujours envie d'y retourner. Franchement, si je pouvais y aller tous les ans, bon là c'est un peu compliqué en ce moment, je trouve que cette ville, elle est vraiment magique. Il y a beaucoup de profs de yoga quand même qui commencent là-bas, qui se forment là-bas. Ouais, pour le coup, c'était un peu ça. C'était aussi pour ça que j'ai décidé de pas y retourner finalement. C'est que c'est hyper saturé en tant que prof de yoga. Mais c'est un endroit super pour commencer, je pense. Et puis, c'était une chance de pouvoir me former là-bas, ouais. Et si tu avais l'opportunité aujourd'hui de pouvoir aller enseigner à New York, tu choisirais quoi? Tu resterais à Paris ou tu retournerais à New York? C'est une bonne question. Je pense que j'adore New York, mais pour le coup, au jour d'aujourd'hui, je suis hyper heureuse à Paris. On a notre petit chez nous, on a notre routine et puis surtout j'ai ma famille qui est moins loin que quand j'étais à New York et puis j'ai toute cette communauté de yoga de yogis auquel je suis extrêmement attachée, donc je pense que de temps en temps aller à New York, je suis hyper contente. Comme tu dis, c'est en plus hyper intense, bien que Paris soit une grande ville aussi, mais c'est quand même moins intense. Donc j'aime bien y aller et prendre à fond toute l'énergie que je peux prendre. Et puis j'aime bien retourner à Paris aussi. Donc non. C'est hyper important de trouver un chez soi où on se sente bien, donc c'est super cool. Ton mari, du coup, tu me disais, est aussi prof de yoga? Ouais, exactement. Il est prof de yoga aussi
depuis un peu moins de temps. Il a pas commencé, il a commencé en 2015 à enseigner, mais ouais, il est aussi prof de yoga, pardon. Et tu dirais que c'est plutôt positif ou plutôt entre guillemets négatif d'avoir au final un partenaire avec qui vous partagez au final, je dirais pas tout, mais tu vois, vous avez quand même un métier commun et est-ce que parfois c'est difficile ou comment ou vous gérez tout ça? Pour moi, c'est hyper positif parce qu'on n'a jamais été. On partage on partage tous les bons côtés du yoga. On pratique ensemble. C'est génial quand on part en vacances. On a toujours quelqu'un avec qui pratiquer. On se motive l'un l'autre. On adore co-enseigner ensemble. Non, il y a que des choses positives. On n'a jamais été dans la compétition. On aurait peut-être que ça aurait pu être une compétition ou quelque chose, mais absolument jamais ça l'a été. C'est que de la bienveillance envers l'un et l'autre. On s'apprend des choses mutuellement. Donc non, franchement, c'est que des choses hyper positives. Tant mieux. Et tu disais justement que tu avais une super communauté. Et c'est aussi ça, je trouve, qui fait ta force. Et quand je te suis sur les réseaux, je vois qu'il y a une grosse communauté, principalement de filles, j'ai l'impression. Ouais, je pense que les garçons sur Instagram, c'est probablement plus filles, je pense. À Paris, dans les cours, il commence à y avoir un petit peu plus, il commence à y avoir des hommes, mais c'est vrai que elle est toute petite, la communauté d'hommes par rapport aux femmes, donc ouais, une grosse communauté de femmes quand même. Comment tu t'as construit cette communauté justement? Je suis arrivée à Paris en 2012, donc ça fait 8 ans, donc ça commence à faire pas mal de temps, ce qui, je pense, explique aussi la communauté que j'ai au jour d'aujourd'hui. J'enseigne énormément dans beaucoup de studios, donc je vois vraiment beaucoup de gens et je suis hyper proche des élèves en général. J'adore parler à la fin du cours, j'adore partager avec les élèves, que ça soit en vrai à Paris dans les studios ou que ça soit sur Instagram. Donc je pense que une des choses qui fait que j'adore mon métier, c'est partager en général, partager ma passion, mais partager aussi tout le reste. Donc je pense que c'est ce qui fait qu'il y a une communauté qui s'est formée autour de ça. Et puis les retraites qui fait que les gens se rencontrent entre eux, les teacher training qui fait que pareil, il y a une communauté qui se crée. C'est plus juste une personne qui vient au cours, mais c'est des gens qui viennent et qui échangent ensemble et qui sont contents de se retrouver sur le tapis. Donc je pense que c'est comme ça que la communauté se forme. Et puis j'ai jamais lâché quoi que ce soit non plus. Je suis toujours allée jusqu'au bout de ce que je voulais faire et de mes rêves. Donc voilà, je pense que mon rêve se réalise au jour d'aujourd'hui avec cette communauté qui est autour. Et puis on la voit encore plus avec le confinement, je trouve. Il y a vraiment une force et c'est génial. Je suis hyper reconnaissante pour toutes ces personnes autour de moi. C'est clair que quand tu es prof et même l'avantage en plus quand tu es sur les réseaux et que tu as travaillé pour construire une communauté, c'est que tu as un lien hyper fort en fait et intime qui se crée. Et je trouve que tu vois, c'est cette connexion en fait, cette intimité que tu développes avec tes élèves qui est incroyable dans ce métier au final. Je pensais jamais, quand j'ai voulu enseigner le yoga, c'était pour enseigner parce que j'adorais le yoga, mais je pensais que jamais que ça allait m'amener aussi tout ce que ça m'amène au jour d'aujourd'hui. Et franchement, si je suis restée à Paris aujourd'hui, c'est vraiment aussi grâce à tous ces gens qui font que mon quotidien, il est juste magique. Je vois que tu enseignes énormément sur Paris. Entre un matcha et un cours de yoga. Il y a bien une chose que j'ai notée sur toi, Tatiana, c'est que tu passes du temps chez Wild and the Moon et à boire des matchas. C'est vrai. Et dans ce rythme-là, parce que des fois, moi, tu vois, je suis quand même quelqu'un d'assez actif et c'est vrai que parfois, je m'épuise, tu vois, ou des fois, t'es juste fatigué et les profs de yoga, c'est aussi un métier quand même qui est assez physique. Comment t'arrives à trouver ton équilibre pour pas justement faire de burn-out? Est-ce que tu as des tips? Est-ce que tu as des routines self-care? Comment tu arrives à pas perdre pied? Alors, je pense que ça m'a pris quelques années avant de comprendre exactement mon fonctionnement. Comme tu disais sur toi, je pense que déjà j'ai la chance ou la malchance, je sais pas, mais d'être super active et puis d'adorer ce que je fais surtout. Donc au tout début, c'était assez difficile de trouver le rythme parce que comme tu l'as si bien dit, c'est quand même un métier assez fatigant. Surtout à Paris, on court quand même beaucoup d'un studio à l'autre ou d'un privé à autre chose.
Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment trouvé mon rythme. Déjà, je m'oblige vraiment un jour off par semaine. Ça, c'est vraiment obligatoire. Ça m'arrive de temps en temps de le skipper si je sais que j'ai des vacances qui arrivent, mais déjà un jour off par semaine. Ensuite, ma pratique, je n'arrive pas forcément à la faire tous les jours, mais même si ça dure une demi-heure, j'essaye au maximum, dès que j'ai un trou dans la journée, de faire ma pratique. C'est aussi hyper important. Et puis pour moi, le plus important, c'est que j'ai trouvé mon rythme. Je sais que sur 7-8 semaines, je peux vraiment tout donner, mais après j'ai vraiment besoin de vacances et des vacances si possible où je peux pratiquer. D'où le fait de partir régulièrement à New York ou à Los Angeles ou dans d'autres endroits pour me ressourcer. Mais c'est un peu mon rythme. Je sais que je peux aller très fort pendant 7 semaines, 8 semaines et puis après j'ai besoin d'un break. J'ai besoin d'une pause. Donc une fois qu'on a trouvé son rythme, je pense que tout est beaucoup plus simple. Ouais, une fois que tu sais comment tu fonctionnes, ce dont tu as besoin, ce dont tu as moins besoin, au final, du coup, tu pratiques, toi, tu as été une pratique quotidienne ou J'ai pas une. Déjà, j'ai du mal. Enfin, les jours ne se ressemblent jamais et les semaines non plus. Du coup, j'ai rarement. Enfin, je commence assez tôt le matin avec les privés, donc je sais que déjà avant le matin, j'ai pas le temps de pratiquer. Donc ça va vraiment être quand j'ai un trou dans ma journée que je vais aller pratiquer. Et ça m'arrive. J'essaie de prendre le cours de mon mari au moins une fois par semaine si j'y arrive. Et puis après, je vais surtout pratiquer seule à la maison, mais j'ai pas spécialement une routine, c'est-à-dire que ça peut durer une demi-heure, comme je peux prendre 2 heures si j'ai le temps de prendre 2 heures. Donc non, j'écoute mon corps et puis je fais aussi en fonction de mon emploi du temps énormément. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un soit qui n'a jamais fait de yoga et qui voudrait commencer, ou quelqu'un qui vient juste de commencer et d'être dans ses premiers cours de yoga, qu'est-ce que tu lui dirais? C'est rigolo parce que du coup, j'ai pas énormément de débutants dans mes cours. Mais j'adore les avoir, surtout quand j'ai un bon niveau dans le cours, et puis j'aime bien avoir juste un débutant parce que j'aime bien ce moment. Enfin, si on se rappelle de nous quand on débutait le yoga, c'était quand même un moment magique. Juste la rappeler déjà pas se laisser impressionner, parce que je pense qu'on peut assez facilement se laisser impressionner dans un cours de yoga, surtout le vinyasa, ou d'autres types de yoga qui sont assez dynamiques. Donc de pas se laisser impressionner, de s'écouter, de respirer et surtout de garder le sourire et d'avoir du fun. Je pense que c'est une des choses les plus importantes, mais ça, je pense que débutant ou pas débutant. Mais voilà, de le prendre, pas de pression, c'est fun, on respire parce que ça reste ça reste une des choses les plus importantes quand même dans un cours. Et puis de pas se laisser impressionner par les gens qui peuvent faire des choses un peu spectaculaires, de temps en temps. C'est vrai qu'il y a un peu la tendance à vouloir toujours se comparer sur le tapis voisin, mais j'ai tendance à répéter que on est tous différents, on a tous des corps et des capacités différentes, donc c'est important d'être ouvert et d'être inspiré par les autres, mais pas de se comparer négativement, tu vois. Exactement, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que si tu arrives à te laisser inspirer par les autres, c'est génial, mais en effet, ouais, la compétition... c'est pour ça que j'ai arrêté la danse. Et donc sur le tapis, pour moi, c'est vraiment le but de s'inspirer mutuellement. Mais c'est tout, quoi. Le reste... C'est ce que j'allais te dire, justement. Dans la danse, je pense qu'il y a un vrai côté compétition. Et c'est ce que j'ai apprécié dans le yoga, c'est le côté, en fait, tu arrives dans un studio de yoga et personne, en fait, est là pour te juger, quoi. Et il y a ce côté, t'es ni en compétition avec toi-même, d'ailleurs, parce que je pense que quand t'es danseuse ou, tu vois, moi, comme j'étais gymnaste, tu t'es vraiment en compétition avec toi-même, tu vas te pousser toujours plus loin. Et c'est vrai qu'en yoga, il y a quand même ce côté, je respecte mon corps, je respecte ma pratique et j'apprends aussi à développer une vraie écoute de moi pour me dire à un moment, tu vois, quand je te parlais de burn-out ou genre de rythme hyper intense, aussi de savoir s'écouter et de se dire à un moment, non, je fais une pause et là, j'ai besoin vraiment de me reposer. Tu as tout à fait raison. Et je pense que c'était quand je suis arrivée dans le yoga, je pense que pendant longtemps, j'ai gardé le truc de la compétition envers moi-même. Je pense que ça met du temps c'était tellement des années de danse et puis de gymnastique rythmique avant où il y a toujours eu de la compétition, que c'est vrai que ça met du temps avant de lâcher ça, mais c'est tellement important, quoi. Parce que c'est quelque chose que tu peux prendre en dehors du tapis ensuite, juste arrêter la compétition en général, quoi. Aujourd'hui, tu dirais que le yoga, c'est vraiment une pratique qui t'a aidé à te réconcilier avec ton corps, mais aussi avec toi-même de façon plus globale? Complètement. Après toutes ces années
de danse et de sport en général, ouais, ça m'a vraiment aidé à m'accepter. Honnêtement, j'y travaille toujours au jour d'aujourd'hui, mais ça m'a vraiment aidé à m'accepter et puis à vivre dans le présent, à arrêter de me comparer aux autres et tout ça, à arrêter de me juger, mais aussi de toujours me sentir jugée par les gens. Ouais, ça m'a vraiment aidé. Je trouve que c'est un vrai mot de la société, justement, le fait de se comparer et de se dévaloriser par rapport à autrui. Je pense, ouais, et puis je sais pas si c'est partout ou si j'ai l'impression qu'en France c'est très présent parce que c'est peut-être juste une impression personnelle, mais j'ai l'impression que même quand on est à l'école et tout ça, on est quand même souvent comparé aux autres et pas forcément hyper valorisé. Et c'est aussi ce que j'ai bien aimé dans le système américain quand je suis arrivée à New York et que j'ai commencé la danse à New York où on m'a dit c'est bien alors que j'avais jamais entendu ça en France. Moi j'avais fait un an d'études, rien à voir avec le yoga, la danse ou la gym ou quoi que ce soit, mais j'avais fait un an d'études aux États-Unis et le système éducatif est complètement différent. En fait, on est dans l'encouragement versus j'ai un peu l'impression aussi qu'en France on est un peu plus... en fait, si tu n'accomplis pas quelque chose, tu n'es pas considéré comme quelqu'un qui a du succès ou quelqu'un qui a de la valeur. C'est vrai, non, c'est vrai, exactement. Que dans d'autres pays, tu existes, enfin, ta simple existence fait ta valeur, quoi. Ouais, exactement. Et on te valorise beaucoup plus. C'est un peu, enfin, ouais, c'est pas les uns contre les autres, mais on se valorise chacun et on se complimente et c'est vraiment très différent. Mais du coup, j'avoue que j'ai pris un peu ce que j'aimais aux États-Unis, justement, valoriser et soi-même et les autres. Et je l'ai ramené en France. Et si la danse t'inspirait pas ou t'influençait pas en tant que prof de yoga, qu'est-ce qui t'influencerait? Est-ce que tu as des types de pratiques? Est-ce que tu as des professeurs, que ce soit dans le yoga ou dans une autre pratique, une autre discipline qui t'inspirent au quotidien, non seulement toi dans ta pratique perso, mais aussi dans ton enseignement? D'abord, je pense un peu à des types de mouvements dernièrement. Bon, donc, comme tu dis, la danse m'influence clairement. Mais en ce moment, je suis énormément dans tout ce qui est mobilité, travail de mobilité. Donc, je pense que c'est déjà quelque chose qui m'influence énormément dans ma pratique aujourd'hui. Et dans ma pratique personnelle et dans ma pratique et dans mon enseignement, forcément. Et après, oui, il y a des profs, il y a pas mal de profs qui m'inspirent, que ça soit sur les réseaux sociaux, mais en général, mais des enseignants en général que j'aime beaucoup, du coup, avec qui je me suis formée. Il y a Bryony Smith, que j'adore. Il y en a un paquet. Action Hero, que j'aime beaucoup sur tout ce qui est mobilité et tout ça. Dylan Warner, forcément, qui m'influence énormément. Enfin, il y a pas mal de profs que j'admire énormément, oui. Ouais. Qui m'aident dans ma pratique et forcément, ma pratique va résonner dans l'enseignement, dans ce que j'enseigne, ouais. Tu trouves le temps encore de te former, tu vas te dire, parce que tu vois, quand on commence à être prof, on fait un teacher training, 2 teacher training, peut-être 3, après peut-être 4, 5, voilà, mais après au bout d'un moment on arrête et déjà on a du mal à trouver du temps pour sa propre pratique perso. Mais est-ce que tu as des plans, des projets d'avoir envie de te former par exemple en mobilité, en mouvement, ou c'est pour le moment quelque chose que juste explores un petit peu quand tu as du temps? J'essaye de continuer de me former, je dirais à peu près tous les ans ou toutes les années et demie, on va dire, j'essaye de me former. Là, par exemple, on va faire un 300 heures si tout va bien avec Dylan Warner cet été. Donc, j'essaye de continuer à me former. La mobilité, j'aimerais bien me former plus. Mais voilà, là, c'est à peu près une formation par an et c'est forcément toujours un certain budget. Donc, je pense que ça sera pour 2021 probablement la mobilité. Donc, pour l'instant, juste j'apprends en ligne. Je suis des petits trucs en ligne ou des cours quand j'arrive à partir à New York, à Los Angeles. On est assez, on prend des cours de mobilité, des choses comme ça, mais pour l'instant, non, pas de formation encore en perspective, mais ça va venir. C'est vrai qu'il y a tellement de, tu sais, il y a tellement de formations, il y a tellement de choses. Moi, honnêtement, si je pouvais, je pense que je ferais une formation, genre tous les mois, tu sais, je les enchaînerais. Pareil, Dylan Warner, j'avais envie de faire un training avec lui, la son 300, puis j'ai vu, il y a des super profs aussi à New York que j'avais envie de tester, tu vois. Donc, c'est dur de trouver le temps, le budget aussi, parce que mine de rien, c'est des gros investissements à tous les niveaux. C'est des gros investissements, et puis je pense que c'est important aussi
de savoir juste rester avec ce qu'on sait. Parce que je pense qu'on a ça, enfin, j'ai des moments où j'ai ça, où j'ai juste envie de me former. Et puis, il y a des moments où je pense que c'est aussi important de rester avec tout ce qu'on sait et d'explorer juste, parce que c'est aussi là où on trouve des choses nouvelles avec soi-même. Donc, je pense que c'est juste un équilibre hyper difficile à trouver. Soit on se forme jamais, soit on se forme trop. Et je pense que c'est trouver l'équilibre qui est difficile, je trouve. Ouais, mais c'est aussi, tu sais, enfin, j'ai l'impression que ça fait aussi partie de la pratique du yoga, c'est justement d'arriver à trouver ce point où en fait tu vas pas trop te pousser et à te dire qu'il faut toujours que tu apprennes plus parce que sinon t'as pas assez à transmettre aux autres, mais aussi d'arriver à trouver ta valeur personnelle et te dire que ce que tu as appris, c'est déjà énorme et tu as déjà beaucoup à transmettre aux autres. Parce que moi, j'ai un peu ce côté, genre, je veux toujours apprendre. Il y a plein de choses qui m'intéressent. Et au final, je me dis, attends, tu sais déjà plein de choses. Tu as déjà beaucoup de choses à transmettre. Et c'est aussi important que, tu vois, tu vives dans l'instant présent, que tu digères un peu tout ça et que tu en fasses quelque chose. Parce que se former, c'est bien, mais ensuite, c'est aussi se l'approprier pour l'intégrer dans notre pratique et dans notre enseignement. Ouais, je suis tout à fait d'accord. C'est exactement ça. Donc, enfin, c'est vraiment cet équilibre. Et puis, je pense que on se forme et puis après, on digère ce matériel et on fait que ça soit, enfin, et ça devient le nôtre finalement parce qu'on le digère avec nos connaissances. Mais c'est vrai que si on se forme sans arrêt, du coup, je suis pas sûre qu'on puisse vraiment trouver qui on est deep inside. Est-ce que tu as un ouvrage, un livre de chevet yogique Ouais, on va dire qu'il y a un livre que j'aime vraiment bien dans le yoga et c'est un livre qu'on demande aux gens de lire dans notre formation. Je sais pas en français c'est quoi le titre, mais c'est The Wheel of Life, The Chakra. Donc c'est sur les chakras. J'ai essayé de voir si j'avais le livre en face de moi, mais non. C'est un livre sur les chakras, mais du coup j'ai pas le nom exact en tête. On le recherchera et puis je le mettrai dans la description. Ça m'intéresse aussi. J'ai jamais entendu parler de ce livre. Du coup, t'as des projets parce que je sais que quand même tu fais pas mal de retraites. Tu organises aussi tes propres teacher training à Paris, si je ne me trompe pas. Ouais, on fait 2 teacher training par an, de 200 heures, et on organise à peu près 2 retraites par an. À l'étranger. Et là, pour la première fois, on fait en France cet été. Comme quoi, je sais pas, on a dû avoir un ressenti. Mais ouais, pour la première fois, on fait la France cet été. Mais en général, ouais, 2 retraites par an et 200 heures par an. Quand tu dis on, t'organises avec ton mari ? Alors, sur les retraites, c'est mon mari et moi. Et sur les teacher training, c'est Gemma Vassalo et moi, et puis on a aussi Alex qui intervient et d'autres intervenants aussi. Et toi, comment tu vis le confinement du coup ? Comment ça se passe d'un point de vue peut-être perso, mais aussi pro Alors, franchement, je le passe beaucoup mieux que ce que j'aurais pu imaginer si on m'avait dit ça il y a quelques mois, tu vas rester coincé chez toi. Comme on avait dit tout à l'heure, de nouveau, je suis hyper active et j'adore bouger et faire plein de choses. Donc au tout début, je crois que c'était un tout petit peu un stress. Et puis rapidement, j'ai trouvé... En fait, dès le lendemain, dès qu'ils ont annoncé le confinement, je me suis dit, j'avais une grosse journée le lendemain de cours. Je vais le faire sur Internet, je vais le faire en live. Et puis du coup, j'ai rapidement trouvé mon rythme parce que ça a bien pris. Et que j'étais hyper contente je trouvais qu'il y avait une certaine énergie, même si c'est pas l'énergie d'un cours, il y a une certaine énergie qui sort des cours, qui sort du live. Je sais pas comment ça peut s'expliquer, mais il y a vraiment quelque chose. Et donc du coup, j'ai réussi à garder le sourire, à rester hyper positif avec tous ces cours. D'un point de vue perso, on est tous les deux à la maison, on est en bonne santé, on va bien, on continue à partager notre passion. Donc franchement, il n'y a rien tout va bien pour nous. Et puis on passe très très peu de temps à la maison en temps normal, donc c'est plutôt l'occasion de rester un petit peu chez nous. Et donc du coup, on a adopté un chiot parce que ça fait longtemps qu'on voulait et on se disait toujours on n'est pas assez à la maison, surtout pour les débuts. Et donc du coup, ça nous a aussi permis de faire cette expérience qu'on aimerait faire depuis longtemps. Donc on va dire plutôt positive. Je pensais être méga stressée et puis finalement, pas du tout. Et ça me permet encore une fois de juste vivre au moment présent, moi qui adore planifier pour le futur ce que je vais faire dans 6 semaines, où je vais partir en vacances. Et pour une fois, je le fais pas parce qu'on ne sait pas. Et en fait, ça va, je vis au jour le jour et
Et c'est plutôt agréable, je trouve. Je pense qu'on a tous beaucoup été très déstabilisés par ce changement de routine parce que clairement, quand on est déstabilisé, c'est parce que nos habitudes et notre routine sont chamboulées tout simplement. Mais au final, moi, d'avoir trouvé cette nouvelle routine, je sais pas toi, mais moi, j'ai presque une petite tristesse à me dire que dans quelques semaines, peut-être quelques mois, je ne sais pas, on regardera le confinement avec presque un peu de regret, tu sais. C'est vrai, non, c'est vrai ce que tu dis. De notre place où on va dire que tout va bien et qu'on va bien en termes. C'est vrai que. Et c'est rigolo parce que je le ressens aussi chez les élèves qui me disent mais qu'est-ce qu'on va faire après que le confinement sera terminé, on va plus avoir les lives. Comme tu disais, c'est juste des habitudes, donc on a créé de nouvelles habitudes et de nouveau on va les chambouler. Ouais, c'est ça. Après, je pense qu'on va se réadapter vite comme on l'a fait dans l'autre sens, quoi. Est-ce que t'as des projets, du coup, une fois le confinement terminé ou même en ligne? Est-ce que tu as des nouveautés, des choses qui vont arriver dans pas très longtemps ou à plus long terme? Alors, je pense qu'avec, ça fait un moment qu'on y réfléchit. Avec Alex, on va essayer, d'ici la fin de l'année, on aimerait monter un 50 heures, mais cette fois de training avancé. En mettant un peu de mobilité et on aura quelqu'un en anatomie qui pourra expliquer tout ce travail de mobilité. Donc voilà, ça c'est un des gros projets qu'on a avec Alex. Donc c'est toujours hyper chouette de faire des projets ensemble. Donc déjà il y a ça. Et puis, c'est à peu près tout pour l'instant. Et peut-être probablement continuer un petit peu de live parce que j'ai bien accroché et que ça me permet de pouvoir toucher tous les gens qui ne sont pas à Paris. Et puis, personnellement, dans la vie personnelle, ouais, on a des projets de fonder une famille après le 300 heures, j'espère. Tatiana, on va finir ce podcast avec une série de questions tac au tac. Waouh! C'est presque mon moment favori dans le podcast. Attends, je me prépare. Alors, je vais te poser plusieurs questions. L'objectif, c'est que tu réfléchisses le moins possible. Alors, si tu devais avoir un super pouvoir. Voler. Si tu pouvais te téléporter quelque part, où est-ce que ce serait? Sur une plage à Venice Beach. Si tu devais choisir entre enseigner ou pratiquer. Oh! Pratiquer, enseigner? Pratiquer. Elle est dure cette question. Je suis mauvaise là, mais bon. Ta couleur préférée? Waouh, c'est dur aussi. Je dois aller vite. Rose. Si tu ne devais choisir qu'un seul plat, un seul, pour vivre jusqu'à la fin de tes jours. Tu peux dire, ça peut être une boisson aussi. Matcha. Ta vision en une phrase ou en un mot pour décrire le yoga? Le partage. Je valide. Check. Ta posture de yoga favorite? Scorpion. Si tu devais renoncer à un appareil électrique ou électronique de ton quotidien, lequel ce serait? Mon sèche-cheveux. Non, je m'en sers jamais, honnêtement. Du coup, ça marche. Hein. Merci. Et justement, à l'inverse, s'il y avait un appareil électrique ou électronique de ton quotidien dont tu ne pourrais absolument pas te passer? Je suis désolée, mon téléphone. Ça serait mentir et être hypocrite de dire le contraire. Et dernière question, Tatiana. Une personne morte ou vivante avec qui tu voudrais être confinée? Mon mari. Tout le monde me répond ça. C'est pas drôle. Non, mais j'ai eu Mickey, j'ai eu mon mec. Merci beaucoup Tatiana d'avoir pris le temps pour répondre à mes questions. C'était hyper intéressant et super chouette de parler avec toi. Ah, c'est cool. Merci à tous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode de mon podcast À vous aimer.